Bienvenue du coup à tous et à toutes à ce webinaire sur la culture, un droit comme un autre. Vaste question. On va pouvoir échanger aujourd'hui sur les droits culturels, sur le droit à la culture, à partir de différents témoignages. Et je remercie pour ça Alessandra Salti, André Fertier et Raphaël Fournier qui vont venir nous apporter leurs éclairages qui se complètent les uns les autres entre des positions plus universitaires ou à une échelle plutôt à un siège d'association, à une échelle aussi d'un éducateur spécialisé qui va nous partager son quotidien. Je vous précise, je l'ai déjà dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la petite box questions-réponses sur Zoom. On pourra y répondre à la fin, sauf si vraiment question très très urgente. Dans ce cas, mon collègue me fera un petit coucou pour qu'on y réponde tout de suite. Et voilà, c'est pour faciliter les échanges. Les temps de questions-réponses, ce sera à 11h30 du coup. Voilà. Alors moi, avant de laisser la parole à nos invités, je vais vous présenter rapidement ce que c'est la mission culture ou mission culture sport loisirs à la FAS. Déjà, vous dire que ça fait des années que la FAS est sur cette question et c'est important et c'est super. Notamment, on est conventionné avec le ministère de la Culture depuis 2010 pour porter ça dans le réseau, pour le faire vivre. Et il y a un objectif à cette mission que je peux définir ainsi, c'est comment mieux intégrer les pratiques culturelles et les droits culturels dans l'accompagnement social global. Vous allez voir qu'on va vraiment plus parler des droits culturels après avec Alessandra notamment. Avec le groupe de travail culture que j'anime et qui a aidé à construire ce webinaire d'ailleurs, on a tenté de définir la culture. Bien sûr, ça n'a pas de sens de tenter de définir la culture, les cultures, mais pour quand même cadrer un petit peu les choses, on est parti sur une définition large et anthropologique qui se base sur celle des droits culturels. Je vous ai mis la définition en entier, mais je ne vais pas tout vous lire. Ce qui est important, c'est de retenir que pour nous, à la FAS, la culture se nourrit d'un ensemble d'expériences, d'interactions, de savoirs, de pratiques, notamment artistiques, qui caractérisent chaque individu et chaque groupe humain. En gros, selon les droits culturels, c'est tout ce qui fait notre humanité. C'est essentiel pour structurer nos identités, nos relations, nous permettre d'engager des échanges sur une base égalitaire et globalement faire démocratie. On l'a résumé en une phrase, c'est la culture nous tient debout et nous permet d'aller vers les autres. Et c'est basé aussi sur une chose, c'est qu'on apprend beaucoup à l'école la pyramide de Maslow avec des besoins, voilà. Une fois qu'on a les besoins physiologiques, une fois qu'on a un toit, on peut avoir accès à autre chose. Nous, on décide de la renverser. Tous les besoins sont corrélés et il y a une association anglaise qui a créé ce puzzle, Jigsaw en anglais. Cette association s'appelle Arts and Homelessness International. Je les ai rencontrés grâce au festival C'est pas du luxe et on s'est permis de traduire aujourd'hui ce puzzle qui illustre très bien, selon moi, ce qu'on tente de défendre avec cette question de la culture et avec la participation en général, participation des personnes accompagnées. On met la personne au centre et on voit que tout est lié. Tant la nécessité d'exprimer sa créativité, tant le fait de pratiquer un sport, une activité de loisir, que d'avoir un logement, que d'avoir accès aux soins, que d'être en relation avec une communauté. Vous voyez, tout est imbriqué et corrélé. Euh, à la face, on défend la culture parce que pour nous, voilà, on identifie que ça a un impact à tous les niveaux. C'est un impact pour les personnes accompagnées. Ça permet de restaurer, de faire vivre la confiance en soi, la confiance dans les autres, de développer le pouvoir d'agir, de développer du lien avec les autres, avec les travailleurs sociaux, avec la société entière, lutter contre l'isolement. C'est un impact aussi très fort pour les intervenants sociaux. Ça permet de faire un pas de côté dans ces pratiques. Et alors là, je reviens un tout petit peu en arrière, je vais peut-être pas préciser, comme on part sur cette définition de la culture large et anthropologique, on n'est pas que sur de la pratique artistique et donc du coup l'expression, voilà, un atelier danse ou un atelier théâtre, j'en sais rien. On est vraiment sur une définition large, donc ça peut être aussi un temps d'échange autour d'une musique dans un bureau, ça peut être un atelier cuisine, un jardin partagé, vraiment plein de choses. On a une conception très large de ce que peut être la culture. Du coup, pour un travailleur social, c'est aussi vraiment une occasion de sortir du bureau et de retrouver du sens et de cultiver la relation.
Pour les établissements du réseau, l'impact, il est sur le fait de s'ouvrir par les activités culturelles. On est dans l'ouverture, ça permet de développer une dynamique territoriale, partenariale, de créer des liens avec les habitants du territoire et les voisins, et voilà, d'ouvrir la structure à l'extérieur. Enfin, les actions à dimension culturelle, elles ont un fort impact sur la société. Ça permet d'encourager de développer la cohésion sociale, de déstigmatiser nos publics, nos établissements, et ça rappelle l'importance des coopérations associatives. On voit bien en ce moment à quel point c'est important d'être dans cette coopération avec le secteur culturel qui va pas bien, le secteur social qui va pas bien. On a besoin, ensemble, on va plus loin et plus longtemps. Hum, hop, pardon. Du coup, pour résumer, la culture, elle est essentielle, particulièrement dans le contexte actuel. Il y a un enjeu très fort de dignité et d'émancipation des personnes accompagnées, des personnes les plus vulnérables, les plus fragiles. Il y a un enjeu aussi de réenchanter le travail social, voilà, de créer des vocations, en tout cas de garder les forces vives, présentes et motivées. Il y a un enjeu aussi, en fait, de vivre des moments de joie et de créativité au travail ou dans ces structures, dans ces lieux de vie où vous le savez, le quotidien est quand même très compliqué. Et enfin, c'est essentiel pour lutter contre tous les obscurantismes qu'on voit aujourd'hui. On sait à quel point les cultures, le fait de développer les liens sociaux et la liberté d'expression sont essentiels pour lutter contre tous les obscurantismes qui viennent un petit peu de partout aujourd'hui. Alors, rapidement, comment la FAS s'implique sur la question? On fait de l'animation de réseau. Notamment, il y a une fiche pratique qui s'appelle Mieux intégrer la culture à l'accompagnement social que mon collègue Jean-Sébastien va pouvoir mettre dans le chat. Et d'ailleurs, pas la présentation en tant que telle, mais des présentations et les liens vont tous être envoyés. Je vois que quelqu'un a posé la question sur Zoom. Ça va vous être envoyé par mail à l'issue du webinaire. Du coup, il y a ce petit guide pratique qu'on a créé. On a une page sur le site internet avec les articles qu'on met, les différentes publications sur la question. J'anime un groupe d'appui national sur la culture, voilà, au niveau national, qui rassemble une vingtaine de personnes de la France entière. D'ailleurs, il y a encore des places si vous souhaitez nous rejoindre. Et il y a des commissions régionales dans certaines régions aussi. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos phases régionales pour cela. Deux infos importantes à vous partager en termes d'animation de réseau. On lance une enquête aujourd'hui, une enquête qui a été réalisée vraiment avec tout ce groupe d'appui national justement, qui s'appelle Où en est la culture dans vos structures, dans nos structures. Pareil, Jean-Sébastien va pouvoir vous envoyer le lien et on vous l'enverra à la suite du webinaire. On sait que recevez beaucoup d'enquêtes et beaucoup de choses à faire. Et voilà, celle-là, elle est importante aussi pour qu'on ait des éléments pour objectiver l'importance de la culture dans le champ social et voilà, pour créer des outils pour mieux vous accompagner là-dedans et aller voir les pouvoirs publics pour obtenir plus de choses pour pouvoir nous faciliter la vie dans le montage de projets de ce type. Autre info importante, il y aura une journée nationale culture cette année. Je vous donne rendez-vous le 25 septembre à la Maison des Réfugiés. Le fil rouge, ça va être comment la culture bouscule. On vous en dira plus prochainement. En attendant, vous pouvez vous connecter, enfin vous inscrire sur le lien de préinscription pour recevoir toutes les infos en avant-première. Enfin, la FAS, elle s'implique aussi sur cette question avec du soutien aux projets et aux structures du réseau. On a des appels à projets, assez spécifiquement pour les adhérents. Il y a le FIL, Fonds d'initiative locale contre les exclusions. Il y a différentes thématiques, dont les actions socioculturelles, où vous pouvez demander jusqu'à un maximum de 6 000 € pour votre projet. Et il y a du cofinancement obligatoire. Et un nouveau appel à projet qui s'appelle Tremplin, où là, on va pouvoir financer 100 projets en 2025 pour environ 33 000 €. Donc il y a cet aspect soutien financier, mais la FAS aussi, elle peut vous soutenir humainement dans le sens où on porte l'agrément service civique. Vous pouvez faire appel à la FAS pour accueillir des volontaires en service civique dans votre structure et notamment les missionner sur des missions comme le développement de projets culturels et citoyens, la découverte de la ville, l'accès aux droits et notamment aux droits culturels. Enfin voilà, il y a plein de missions qui peuvent leur être données. Enfin, on fait aussi du soutien un peu concret au projet, notamment avec une opération Chèque Lire dans le cadre des Nuits de la lecture, avec le Salon du livre et de la presse jeunesse de Seine-Saint-Denis et avec les mallettes Histoire d'art du Grand Palais RMN. Donc là, c'est concrètement, on vous envoie, ceux qui répondent souvent c'est un mini appel à projet que je lance, on vous envoie des chèques lire ou des mallettes. Voilà, si vous avez manifesté votre intérêt et voilà, s'il y a trop de demandes, il y aura forcément des sélections nécessaires, mais pour l'instant, on arrive à quand même globalement satisfaire tout le monde s'ils répondent dans les temps.
En soutien concret aussi, on a deux programmes. Le premier, Vacances pour tous et toutes. Et c'est d'ailleurs mon collègue Jean-Sébastien Deston qui prend vos questions, qui coordonne ce programme. Ça, c'est un programme pour financer vos projets de vacances individuels et collectifs. On vous, voilà, vous déposez un projet et on peut financer à hauteur de 80% le projet en chèque vacances, les chèques ANCV. Un autre projet très important et très intéressant, c'est Respiration, qui est un peu un projet qui exemplifie ce qu'on défend avec le plaidoyer culture de la face, ou par ce programme qui unit trois secteurs. Donc là, on parle de coopération associative, le secteur du social, le secteur de l'éducation populaire et le secteur de la culture. Comment ensemble, on peut défendre l'accès aux pratiques culturelles des personnes en situation de précarité en apprenant à travailler ensemble, donc en construisant des projets co-construits avec différents partenaires, co-construits avec les personnes accompagnées et en plus de ce montage de projet qui peut être financé dans le cadre de Respiration, on sensibilise les travailleurs sociaux via un parcours de sensibilisation. Pareil, mon collègue vous met un lien dans le chat, on vous enverra tout par mail à la suite du webinaire pour notamment vous inscrire pour les prochains parcours de sensibilisation qui auront lieu. Enfin, il y a tout l'aspect plaidoyer. On a un plaidoyer culture qui défend huit axes que je vais vous présenter très succinctement après. Notre travail, c'est de défendre ce plaidoyer auprès des pouvoirs publics, de donner des ressources aux phases régionales ou aux associations qui veulent s'emparer de la question, de participer à des rencontres avec des acteurs culturels pour un peu représenter le secteur, et de participer à des travaux collectifs avec d'autres acteurs, comme là je pense au réseau Raisin Culture d'ATD Carmonde, l'Alliance pour la culture, la Marche pour la citoyenneté culturelle dont André va vous parler après. Et ces huit axes de plaidoyer, voilà, je les mets à l'écran et je vais essayer de ralentir un peu parce que je parle peut-être trop vite. Je vais pas tous pouvoir les dérouler parce que là, l'idée, c'est de laisser la place aux intervenants. Mais il y a huit points, c'est un peu comme une feuille de route. Le premier, c'est de cadrer. J'enverrai le PowerPoint. Oui, j'enverrai la présentation. Je vais essayer de ralentir. Euh, oui. Le premier axe du plaidoyer, c'est de cadrer, c'est de faire en sorte d'inscrire ce droit à la culture, ces droits culturels dans tous les textes qui régissent le secteur et d'infuser. Et là-dessus, il y a voilà, un grand chantier duquel je peux vous parler, c'est avec des associations du secteur, notamment la Fondation pour le logement des défavorisés, ex-Fondation Abbé Pierre, et c'est pas du luxe. On a rassemblé différents ministères pour aboutir à une politique interministérielle culture, lutte contre la précarité, parce que ça existe dans le champ de la justice et dans le champ de la santé. Il existe par exemple des politiques publiques spécifiques pour les personnes qui sont en prison ou les personnes à l'hôpital. Malheureusement, il n'existe rien de spécifique pour encourager ce type d'initiative dans le secteur de la grande précarité. Voilà typiquement un exemple de projet sur lequel on essaie d'agir. Deuxième axe, c'est l'importance de financer, de garantir cette ambition culturelle par des financements suffisants et pérennes. Troisième axe, objectiver, donc donner des éléments concrets pour prouver, s'il faut encore le prouver, mais malheureusement il faut encore, l'importance de la culture. Euh, et d'où l'enquête qu'on sort, où en est la culture dans nos structures. L'axe 4, former le secteur social, donc inscrire ces éléments dans la formation initiale et continue. Axe 5, agir avec le secteur culturel, développer leur capacité d'accueil. Axe 6, collaborer, développer des réseaux territoriaux culture et sociale. Axe 7, favoriser l'appropriation des droits culturels par les personnes accompagnées elles-mêmes, parce que se rendre compte de ces droits culturels, c'est aussi, voilà, je parlais tout à l'heure de dignité, d'émancipation, c'est essentiel de reconnaître ces droits-là à tous, à chacun, chacune. Voilà, ça me semble essentiel à titre personnel, on pourra en débattre avec les différentes interventions. Et axe 8, s'ouvrir, faire des structures de notre secteur des lieux de culture. Voilà, encore une fois, ce plaidoyer il va vous être envoyé. Les liens aussi que je vous ai partagés le seront. Donc, pas d'inquiétude, vous allez pouvoir récupérer tout ça après. Je vous rappelle que les questions, on y répondra à la fin. J'aurais voulu vous montrer une petite vidéo qui a été réalisée par Gaylor Chapuis, un ex-travailleur pair pour le comité des bases dans la Drôme, qui avait créé cette vidéo lorsqu'il participait au groupe d'appui national de la FAS. On va manquer de temps, donc pareil, je vous l'enverrai par email à la suite du webinaire. Maintenant, je vais donner la parole, si elle est prête, à Alessandra Salti, doctorante en contrat CIFRE au laboratoire des publics du groupe SOS Culture, qui va nous en dire plus sur ce qu'elle porte en ce moment, sur ce qu'elle porte dans le cadre de sa thèse. Alessandra, tu es là? Vous m'entendez?
Parfait. Merci beaucoup, Tiffaine. Bonjour à tous, enchantée. Donc, je m'appelle Alessandra, je suis doctorante en droit et en philosophie à l'EHESS et à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et je travaille au laboratoire des publics du groupe SOS Culture dans le cadre d'un contrat CIFRE. Donc, déjà, je voulais vous remercier pour votre présence et pour l'intérêt que vous portez à la question des droits culturels. Donc, mon intervention, elle vise à vous donner un regard très succinct sur ce que sont les droits culturels et vous offrir un cadrage à l'échelle internationale, puisque dans le cadre de mon doctorat que j'ai commencé maintenant il y a un an, je travaille sur la protection et la promotion de ces droits vis-à-vis des personnes en situation de vulnérabilité. Donc, si on traite aujourd'hui de cette question, c'est parce que dans votre profession que vous exercez dans le champ social, vous défendez en réalité forcément un droit au quotidien. Donc, ça peut être le droit au logement, ça peut être la lutte contre la précarité, ça peut être le droit des femmes, la protection des enfants, ou du moins, vous contribuez tous les jours à réduire les inégalités systémiques. Et ce que vous pouvez défendre aussi, c'est les droits culturels, parce que c'est des droits transversaux, c'est des droits relationnels qui s'inscrivent dans les relations entre tous les individus, et vous pouvez le faire dans toutes les actions que vous montez au quotidien. Donc, si mon propos peut peut-être au début avoir peut-être un peu éloigné du terrain, en fait, il a vraiment juste pour but de donner des clés de compréhension sur ce que sont les droits culturels et de vous montrer qu'à travers toute action, on peut promouvoir ces droits qui sont très, très importants. Donc, je pense que la première question qu'on doit se poser en abordant la question des droits culturels, c'est pourquoi ils sont intéressants au regard du champ social. Pourquoi ces droits-là et pourquoi aujourd'hui on fait un webinaire sur ce sujet? À titre personnel, j'évoquerai quatre raisons. La première, c'est que les droits culturels, ce sont un vecteur de vivre ensemble qui est certain et de garantie de la dignité humaine de chacun. La deuxième, ce serait qu'ils sont une manière d'inclure toute personne dans l'environnement dans lequel il évolue, tout en respectant son parcours de vie et sa propre culture. Ils sont aussi un médium pour protéger les groupes et les individus en situation de vulnérabilité en les reconnaissant pour ce qu'ils sont. Et enfin, dans le contexte du champ social, où chacun d'entre vous accompagnez des personnes en situation de vulnérabilité, la protection de ces droits est un moyen puissant pour garantir l'ensemble des droits humains et de construire une boussole dans toutes les actions que nous montons au quotidien. Donc, en tout cas, d'un point de vue du droit international, les droits culturels, c'est une vaste histoire très complexe pour deux raisons. La première, c'est parce qu'on traite de l'humanité dans ce qu'elle a de plus intime, puisque chacun, en fait, sans se rendre compte, se définit par sa propre culture au quotidien. On parle d'identité. Et aussi parce qu'on entend protéger la culture, quelque chose de très vaste et dont tout le monde n'a pas la même définition aujourd'hui. Mais si on doit résumer en tout cas l'histoire des droits culturels, mon propos serait celui-ci, c'est que les droits culturels, et avant tout, il faut se le rappeler, je pense que c'est très important, ce sont des droits fondamentaux, ce sont des droits humains qui sont inscrits dans de nombreux textes du droit international et que les États, pardon, se sont engagés à protéger. Donc, ils ont été inscrits pour la première fois en 1948 dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'ONU, mais ils vont connaître des mentions très éparses dans de nombreux textes, ce qui en fait toute la complexité. Donc, ils vont être mentionnés, mais je pense que les autres interventions porteront un peu dessus aussi dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ils vont aussi être mentionnés dans de nombreux textes régionaux, donc c'est-à-dire l'Europe, les Amériques ou l'Afrique ont leur propre texte de protection des droits culturels. On a la convention de l'UNESCO et on a un texte qui est très intéressant qui s'appelle la Déclaration de Fribourg, que Tiffaine a mentionné tout à l'heure et dans laquelle j'écrirai aussi. Donc, qui est un texte non contraignant, mais qui est très important parce que ce texte, c'est une synthèse qui offre une lecture du droit positif. C'est-à-dire que cette déclaration, elle va énoncer les droits tels qu'ils sont reconnus aujourd'hui et tels qu'ils ont été éparpillés dans tous les textes. Donc là, on va vraiment avoir une synthèse, on va pouvoir comprendre concrètement ce que c'est. Et ils sont présentés comme des droits transversaux donc on peut actionner dans un grand nombre de champs et comme des droits relationnels, donc qui portent vraiment sur les individus. Donc c'est des droits qui sont au plus près du réel. Et aujourd'hui, ces droits, ils sont au nombre de six. Je vais vous les mentionner très rapidement pour avoir un petit regard sur les choses. Le premier, c'est le droit au respect des identités et des patrimoines culturels. Donc chacun a le droit d'être respecté pour sa propre identité. C'est le droit de faire référence à sa propre communauté culturelle. Donc c'est garder ses traditions aussi. C'est le droit à la participation à la vie culturelle. C'est certainement, je pense, le droit qu'on connaît le mieux, en tout cas en Europe.
C'est le droit à l'éducation et à la formation, c'est le droit à la communication et l'information, et ça va être le droit à la coopération culturelle. Donc, c'est des droits qui sont très connexes, qui fonctionnent les uns avec les autres. C'est ça qui est aussi très intéressant et très complexe quand on étudie ces droits-là. Mais du coup, de manière concrète, pour les bénéficiaires du champ social, le respect de ces droits est une garantie de leur inclusion, puisque ce sont des publics éloignés. Et donc, je vais prendre un exemple très basique, vraiment très simpliste, mais c'est pour faire très concret, on va dire. Par exemple, une action culturelle, emmener des bénéficiaires au musée, peut être une manière de respecter la participation culturelle. Mais par exemple, le fait de pouvoir proposer une visite dans plusieurs langues, donc par exemple, je vais prendre le pachto, donc pour les réfugiés afghans, c'est intéressant parce que ça respecte dans un même temps et le droit à l'identité culturelle ainsi que le droit de faire référence à ses propres communautés. Donc, ce que, par exemple, plusieurs musées parisiens, dont par exemple, je vais citer le Grand Branly parce que je sais qu'ils le font, proposent ce genre de visite. Et c'est intéressant, par exemple, au regard des publics qu'on accompagne, par exemple, dans les CADA ou les UDA parisiens, où il y a beaucoup de publics afghans. Donc ça, c'était d'une manière très concrète, mais dans le cadre international des droits de l'homme, on entend la culture, et c'est ce que je vais reprendre les termes de Tiphaine en ce sens, parce que je me fonde aussi sur cette définition de la culture, une vision très anthropologique, très large, mais aussi du coup très inclusive. Donc on ne se limite absolument pas aux arts quand on parle de culture, puisque comme elle est définie, donc je vais prendre une définition très connexe à celle que tu as présentée précédemment. Moi, je me base sur le fait que la culture comprend notamment les modes de vie, la langue, la littérature écrite ou orale, les religions et les croyances, l'environnement naturel de l'être humain, et donc tout ce par quoi les hommes construisent leur vision du monde. Donc on est vraiment sur quelque chose qui fait sens pour une collectivité, pour une communauté, mais aussi pour l'humanité en général. Et donc, concrètement, quand on lit cette définition et quand on se pose la question de la culture de ce point de vue-là, je pense que ça engage les droits culturels dans une double définition. Moi, je ne prends pas de parti, je sais que ça peut être le cas chez certains penseurs, mais le premier mouvement qu'on observe, c'est que d'abord, les droits culturels dans l'histoire ont été fondés comme un droit à la culture. Ici, on est vraiment sur la question de l'accessibilité à la culture, et pareil, je pense que ça prend tout son sens dans le contexte du champ social, comme par ce que avec l'exemple que je vous ai évoqué précédemment. Mais ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que les droits culturels, ils ont évolué dans leur conception. On va vraiment avoir de nombreuses réflexions académiques et associatives où en fait se poser la question de la diversité culturelle, donc en fait de la pluralité des cultures, de dire qu'on ne parle pas d'une culture avec un grand C, mais il y a plein de cultures différentes et qu'il y avait une nécessité de protéger cet ensemble de culture et spécifiquement en fait pour les personnes en situation de vulnérabilité ou les personnes en situation de minorité. Donc aujourd'hui, ce qui est véritablement protégé, c'est la question de l'identité culturelle. Et en tout cas, moi, l'idée que je porte, c'est de dire que pour que chacun puisse participer à la vie culturelle d'une manière digne, il faut que chacun se sente respecté dans sa propre culture. Et c'est ça, en fait, qui peut créer un échange intéressant. Les droits culturels, et ça je vais faire très très bref sur ce point, posent de nombreuses questions, tant philosophiques que politiques, celle de l'universalisme, surtout d'un point de vue juridique, celle des communautarismes aussi, celle du respect d'autres droits humains, puisque parfois ils peuvent se contredire. Donc voilà, c'est des vastes sujets que je veux juste vous mettre sur la table, mais que je n'aborderai pas plus. Et donc là, je vous ai présenté vraiment un cadrage qui est universel, donc c'est-à-dire à l'échelle de l'ONU et qui concerne tous les États. Pour autant, moi, mon travail, il va aller un petit peu plus loin que ce cadre-là, puisque je travaille à l'échelle continentale. Je prends une perspective très comparative, puisque en fait, chaque continent s'est saisi de la question des droits culturels. En tout cas, l'Europe, l'Afrique et les Amériques, puisque je prends le Nord et le Sud quand je l'étudie. Et ce qui est intéressant dans cette question-là, c'est que tous ces systèmes se sont préoccupés des droits culturels, chacun à leur échelle, chacun avec leurs enjeux et leurs histoires. Et on voit que du coup, les perceptions sont très différentes. On en revient à cette définition très variable de la culture. Et du coup, je voudrais vous présenter très très brièvement, mais juste pour vous donner une petite idée de ce qui se fait ailleurs aussi, la manière dont chaque continent s'est saisi de cette question. Et je commencerai par l'Europe, parce que je pense qu'on peut déconstruire beaucoup de présupposés qu'on a à l'origine, puisque les droits culturels
à titre fondamentaux ne sont pas tant défendus que ça, en tout cas d'un point de vue juridique. Je ne parle vraiment pas des acteurs du quotidien, puisqu'ils ne sont même pas en fait inscrits dans un texte de référence. Donc notre texte de référence, c'est la Convention de sauvegarde européenne, et ils ne sont pas inscrits. Donc aujourd'hui, vous et moi, en tant qu'individus, on ne peut pas se présenter devant un juge européen pour lui dire que nos droits culturels sont violés. Donc, c'est encore une protection qui est très, très limitée, même si évidemment les juges construisent plein de petites techniques pour trouver des solutions, mais on est encore sur quelque chose de très lacunaire. Et ces droits, en fait, en tout cas dans le contentieux européen, ils ont été vraiment pris en compte pour les personnes en situation de vulnérabilité. Donc, on voit bien qu'il y a une intrication entre droits culturels et personnes en situation de vulnérabilité. Pour l'instant, moi, ce que j'ai découvert, c'est que la question se porte par exemple sur les communautés tziganes ou roms qui sont très peu protégées dans ces droits-là. Donc ça, c'était pour un petit point européen. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe ailleurs. Et je veux juste vous parler un petit peu de deux cours que je connais bien maintenant. La Cour interaméricaine, donc, qui est un organe supranational, donc au-dessus des États, et qui regroupe tous les pays d'Amérique latine et d'Amérique du Nord. Et cette cour, par exemple, elle est pionnière en la matière pour la défense des droits culturels. Eux aussi abordent cette question des droits sous une forme très anthropologique. C'est des droits qui sont justiciables, ça veut dire que les gens peuvent se présenter devant un juge puisque pour un droit violé. Et les juges vont avoir des méthodes très progressistes pour avancer sur les choses. Et c'est des droits aujourd'hui, par exemple, et c'est pour vous montrer ce lien avec les publics, c'est des droits qui sont invoqués, par exemple, pour la protection des droits autochtones, tout le temps. C'est de la manière dont on peut protéger ces peuples-là aujourd'hui dans leur survie, concrètement, puisque grâce à l'invocation des droits culturels, on peut leur rendre leur terre, on peut leur permettre de continuer à pratiquer leur culture et leurs rites ancestraux de cette manière-là. Et enfin, pour vous montrer que les publics changent aussi selon les histoires, la cour africaine aussi, elle aussi va reconnaître beaucoup de droits culturels d'une manière très communautaire, mais c'est lié à l'histoire aussi de ce continent. Et par exemple, ces droits, ils vont être particulièrement invoqués pour la protection du droit des femmes, puisque aujourd'hui, il y a encore beaucoup de pratiques ancestrales qui sont néfastes du point de vue de leur dignité. Donc voilà, c'était peut-être un peu éloigné du terrain, mais je trouve que c'est intéressant aussi de voir ce qui se fait ailleurs. Et je conclurai en disant que cette perspective comparative, elle est très intéressante parce qu'elle permet de prendre du recul. Elle permet aussi peut-être de prendre une position un peu plus humble parfois sur ce qu'on fait, en tout cas sur notre continent, et d'observer qu'on a beaucoup à apprendre sur la matière. Voilà. Et je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Alessandra. On va donner la parole maintenant à André. Je rappelle juste que les questions, si vous avez des questions pour Alessandra, alors exceptionnellement pour elle, elle doit partir. Elle a un cours là qui commence. Donc elle va pas pouvoir y répondre tout de suite. Elle pourrait y répondre par la suite. Si ça vous intéresse de suivre sa thèse, je vous lance un petit sondage qui me permet de laisser le temps à André de se préparer. Hop. Voilà, maintenant la parole. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont envie de suivre ta thèse, Alessandra. Il y en a aussi beaucoup qui n'ont pas le temps. Ils seront très contents d'avoir un résumé. Maintenant, on va laisser la parole à André Fertier, qui est président de Sémaphore, le pôle européen de l'accessibilité culturelle et fondateur de la Marche pour la citoyenneté culturelle. Je te laisse la parole, André. Merci à toi. Merci, Alessandra. Bonjour à toutes et à tous et merci Alessandra pour son intervention. Je tiens à remercier chaleureusement la FAS et particulièrement Tiffaine Guérin pour cette occasion de m'avoir invité donc pour échanger sur ce sujet aussi crucial que la place de la culture dans le champ du travail social. La place actuelle aussi peut-être essayer de dresser ensemble des perspectives pour que la culture devienne, l'accès à la culture devienne un véritable pilier du travail social. En introduction, je voudrais quand même prendre un peu de temps pour évoquer dans quel contexte on est. Ça me semble vraiment important. Et le contexte, il est sur plusieurs points. Je dirais déjà, quand on analyse un petit peu, on voit que le mot culture n'apparaît pas dans la définition du travail social, il n'apparaît pas dans la définition des métiers du champ social en général. Le mot culture, donc, n'a pas vraiment... par exemple, aussi au niveau du Haut Conseil du travail social, on peut remarquer qu'il comporte une centaine de membres, mais avec aucun représentant du secteur culturel. On a prévu qu'il y ait 11 ministres qui soient représentés, mais il n'y a pas le côté culture.
Et aussi, on voit que le champ social, mais je dirais, j'élargis aussi au médico-social, parce qu'il y a aussi des travailleurs sociaux qui sont dans le champ du médico-social. Le secteur social, médico-social et le secteur culturel aujourd'hui sont frappés par traversent une crise terrible, terrible, hein, je veux dire, effondrement de l'aide sociale à l'enfance, des milliers de mineurs victimes de prostitution, des EHPAD qui sont décrites par le syndicat FO Santé lui-même comme dans certains cas des fabriques de grabataires. Une société, d'après le ministre de la Culture, de l'Intérieur, qui fabrique des barbares. Vraiment, la situation semble catastrophique. Et en plus, dans le champ du travail social, a été lancée par plusieurs syndicats le 14 avril dernier une alerte dans les médias pour dénoncer une réforme des diplômes d'État dans le champ du travail social qui, selon eux, vraiment est tout à fait préoccupante et qui risquerait de déshumaniser les interventions dans ce champ. Donc, on voit à quel point le contexte est complexe. Et puis aussi, concernant le secteur culturel, il est frappé par ce que certains appellent un véritable cataclysme suite à des coupes budgétaires d'une violence inédite, mais aussi parce que le secteur culturel est confronté depuis plusieurs années à une quête de sens et une quête de politique face au constat de millions de personnes en situation de vulnérabilité, tant d'ailleurs personnes handicapées, en manque d'autonomie, en grande précarité, sans domicile, etc., qui sont victimes donc d'exclusion culturelle, de discrimination culturelle insupportable. Et puis aussi une autre menace, ça a été un petit peu évoqué tout à l'heure, celle certains nomment d'un risque de basculement que le sociologue Edgar Morin a formulé en disant un grand remplacement, celui des idées émancipatrices et humanistes par des idées suprémacistes et xénophobes. Donc on voit bien que le contexte est très lourd. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous, enfin pour vous, pour nous, pour tout le monde? Ça veut dire on ne pourra pas changer les choses juste avec des mesures d'ajustement, mais qu'on est confronté, je pense, à repenser vraiment le modèle social et le modèle culturel. Et serait-il possible d'ailleurs de repenser l'un sans repenser l'autre et sans repenser surtout leurs interactions, les modes de coopération nécessaires. Et donc je crois personnellement que cette rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans le sens de cette réflexion urgente, indispensable à avoir. Donc voilà un peu en introduction. Et d'ailleurs, je tiens vraiment à saluer l'engagement de la FAS sur la culture, sur ces travaux qu'elles ont engagés sur la culture et qui ont abouti à un plaidoyer pour la culture, parce que ça va dans ce sens, je dirais, de cette nécessité aussi de trouver des nouveaux paradigmes, de vraiment de repenser les systèmes. Donc ça, c'est en introduction. Et pourquoi? Parce que le premier message que je tiens à faire passer, c'est que ça ne suffira pas si chacun s'améliore ou améliore sa manière de travailler dans son coin, d'améliorer des projets, de faire plus de projets, etc. Ça ne sera pas suffisant. Il faut vraiment qu'il y ait une mobilisation forte, une concertation forte et un mouvement de masse pour repenser les modèles sociaux et culturels. Voilà, donc ça c'est un premier point. Après, mon se fait en 3 points. Ça, je vais essayer d'être très court. Je sais que, mais je vous communiquerai un article que j'ai fait donc à l'occasion de cette demande d'intervention et qui lui sera beaucoup plus détaillé. Alors la culture, bon, ça a été évoqué schématiquement pour faire court. Je dirais que d'ailleurs comme on peut la trouver dans la définition dont c'est un peu inspiré Alessandra, je pense, c'est-à-dire que la définition qui a été donnée lors de la conférence internationale sur les politiques culturelles, organisé par l'UNESCO en 1982 à Mexico et qui indique donc que la culture, dans son sens le plus large, peut être considérée comme donc l'ensemble des traits spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent un groupe social, une société,
Et outre les arts et les lettres, en effet, elle englobe les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Mais je pense que pour simplifier, c'est important pour y voir clair, c'est que c'est vrai qu'en effet, il y a deux axes finalement quand on réfléchit sur les politiques publiques et nos manières à chacun d'entre nous de se saisir de ces sujets, c'est qu'il y a un peu deux axes qui sont plus la question finalement de l'accès aux pratiques culturelles dans leur diversité qui est magnifique et qui est gigantesque, depuis des activités d'ailleurs d'éveil, des pratiques amateurs et professionnelles. Et puis il y a d'un autre côté, en effet, la question des modes de vie, quoi, au sens général. Et on peut remarquer d'ailleurs que sous l'influence, je dirais positive d'ailleurs, des sensibilisations sur les droits culturels, la question en effet des problématiques des modes de vie et le champ du travail social s'en est saisi de manière forte, notamment donc suite aux sensibilisations sur les droits culturels. Mais sur les activités culturelles, je voudrais ajouter quand même une dimension qui, à mon avis, est trop négligée, parce qu'on pense souvent en termes d'activité, mais il y a aussi ce que j'appelle, ce que je nomme les nourritures culturelles du quotidien. Pour faire court, c'est pouvoir écouter la radio, la télévision, accéder à Internet, accéder à la culture numérique, aux réseaux sociaux, etc. Et d'ailleurs, certains acteurs du champ social l'ont bien compris. Je pense à l'expérience, enfin à l'action menée notamment par les Enfants du Canal, cette association des Enfants du Canal qui ont distribué des postes de radio à des sans-abri. Donc, la culture, voilà, pour dire sur la culture. Et je passerai rapidement maintenant sur la question du droit à la culture et surtout, pour moi, ce qui me tient particulièrement à cœur, la notion de citoyenneté culturelle. Alors, déjà, comme message pour moi qui est essentiel et qui doit faire en sorte qu'on marque un véritable tournant en France, c'est que le droit à la culture en France, et dans d'autres pays d'ailleurs, mais en tout cas en France, est un droit constitutionnel. Il repose sur des textes qui sont présents dans notre bloc de constitutionnalité. Et pourquoi c'est important? C'est parce que du coup, ce n'est pas juste un principe philosophique, le droit à la culture repose sur des textes à forte portée juridique qui sont contraignantes pour les responsables politiques. Et puis, le droit constitutionnel, c'est un droit constitutionnel. Pourquoi aussi? Parce que en France, donc, ça repose aussi sur des obligations au regard de textes d'ailleurs qui sont aussi bien au niveau international que européen et national, qui portent donc sur la question des exigences d'accessibilité, accessibilité physique aux lieux culturels, accessibilité aussi aux prestations, aux activités. Et là, c'est une question d'accessibilité sur tous les plans. Et là, vous pouvez vous saisir du concept de l'accessibilité culturelle, hein, c'est-à-dire qui vous aide à dégager la typologie des obstacles qui ne doivent pas exister, parce que les obstacles, c'est pas que physique, ça peut être sensoriel, auditif, visuel, ça peut être en effet cognitif, mental, ça peut être des obstacles en termes symboliques, en termes de représentation. Quelle idée se font certaines personnes d'une bibliothèque, qui pensent que s'ils ne savent pas lire, pas écrire, une bibliothèque, c'est pas fait pour eux, ce qui est totalement faux, évidemment. Et donc, les obstacles, bien sûr, tarifaires, hein, qui concernent beaucoup les problématiques de précarité. Hein, et ce qui est intéressant, c'est que quand on liste tous ces obstacles, on peut du coup voir dans nos projets et dans nos politiques, pour les porteurs de politique, est-ce qu'on arrive aujourd'hui à les prendre en considération et quelles sont les réponses? Parce que ce qui est formidable et enthousiasmant, c'est qu'il y a des réponses pour tous les types d'obstacles. Mais faut-il les connaître? C'est dans ce sens-là où c'est important de connaître les savoir-faire en accessibilité culturelle et artistique. Donc, au niveau aussi de cette notion de citoyenneté culturelle, et moi, si je me suis intéressé à la citoyenneté culturelle, à cette idée-là, c'est parce que j'ai vu que les concepts finalement de démocratisation culturelle, de démocratie culturelle n'étaient pas opérants, étaient inefficaces, parce que tous les constats sont là. Malheureusement, il y a des millions de personnes en France, des personnes en situation de vulnérabilité, qui n'ont pas accès correctement à la culture. Et ils n'ont pas accès à quoi finalement? Eh bien, ils n'ont pas accès à un autre élément clé qui est un des éléments socles de la citoyenneté culturelle, c'est un bien commun qui est ce qu'on appelle tout simplement le service public de la culture. Et j'ajouterai aussi toutes les milliers de structures qui sont en délégation de service public. Mais c'est très concret, parce que finalement, c'est quoi? C'est le principe constitutionnel, donc d'égal accès au service public,
Et un point qui m'est particulièrement cher, et on travaille là-dessus dans la marche pour la citoyenneté culturelle, c'est la question de la garantie de sa continuité et de son adaptabilité. Adaptabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le service public de la culture, donc très concrètement les bibliothèques, les lieux d'éducation, d'enseignement artistique, les musées, etc., doivent s'adapter pour les gens qui vivent dans la rue. Ils doivent s'adapter pour des gens qui n'ont pas d'argent. Ils doivent s'adapter pour les personnes âgées qui vivent en EHPAD, en isolement contraint, pour les personnes polyhandicapées dans les maisons d'accueil spécialisées, etc. Il y a cette exigence, parce que, et ça c'est un message que je tiens vraiment à souligner, les droits culturels, on parle de droits, mais ce sont des obligations aussi. Ils définissent des obligations. Et je pense que, comme on l'a fait d'ailleurs en publiant mon carnet de la citoyenneté culturelle, qui est accessible sur le lien de la marche pour la citoyenneté culturelle, on rappelle qu'il y a des droits, mais il y a des obligations. Et les obligations pour les citoyens, de ne pas inciter à la haine, de ne pas faire de la provocation antisémite, etc., ou raciste, ou contre les personnes handicapées, etc., des choses. Et donc, il y a des obligations, il y a des limites dans la liberté d'expression, pour le respect, comme ça a été évoqué d'ailleurs, des diversités culturelles, mais il y a des obligations que les travailleurs sociaux doivent connaître pour les responsables politiques, pour les élus, pour les directeurs d'affaires culturelles, pour les directeurs d'établissements et services culturels, concernant donc cet égal accès, cette question de l'adaptabilité, cette question de la continuité. Et croyez-moi, demain, si les 1 300 000 travailleurs sociaux montent au créneau, non pas agressivement, mais diplomatiquement, pour dire, vous avez ces obligations, nous, on est là pour coopérer avec vous, parce qu'on sait, c'est complexe, mais on va travailler ensemble. Je pense que la situation va évoluer et que les 1 500 000 professionnels de la culture qui sont là en France, culture et socio-culturelle, je pense qu'ensemble, les 1 300 000 travailleurs sociaux et les 1 500 000 professionnels de la culture et aussi donc du socio-culturel ont une capacité, s'ils se mobilisent dans un mouvement général, pour réellement revoir, repenser le modèle social et culturel. Et donc, c'est pour ça que un dernier point sur les droits culturels et sur le droit à la culture, la citoyenneté culturelle. Premièrement, je pense que moi, je suis intervenu, enfin, je me suis penché sur la notion de citoyenneté culturelle et j'ai essayé de la promotionner parce qu'il y a quand même ce qui frôle pour moi des dérives dans les droits culturels. On n'a pas le temps de faire le débat dessus, mais c'est juste pour dire. Les droits culturels, comme l'a évoqué Alessandra, c'est une très très grande richesse, mais mettre en premier l'identité est dangereux. Parce que dans la réalité, puisque comme Alessandra l'a dit, ce sont des droits humains fondamentaux. Donc, il faut enseigner, éduquer les droits culturels en rappelant que notre première communauté, c'est la communauté humaine. C'est la communauté humaine, notre première communauté. Parce que sinon, on risque d'exacerber des crispations identitaires. Même si je suis tout à fait d'accord, il faut protéger, il faut valoriser les identités culturelles. Mais notre première communauté, c'est la communauté humaine. Notre première patrie, c'est la communauté humaine. Notre première nation, c'est la terre. Et donc, en dernière partie, je dirais que pour être très concret, je fais un certain nombre de propositions justement pour que la culture devienne vraiment un pilier central du travail social. Je me référerai à la définition du travail social donnée par l'ONU en 1959, qui je trouve extrêmement intéressante parce qu'elle est courte et simple. C'est l'adaptation réciproque des individus et de leur environnement social. Et là, je vois bien que finalement, dans l'image, en tout cas que j'en ai, je ne pense pas être le seul, du travail social, c'est très focalisé sur l'adaptation des individus et non pas sur l'adaptation de l'environnement social. Et donc, je pense que là aussi, il y a un tournant à marquer parce que l'ensemble des travailleurs sociaux et des acteurs de la solidarité peuvent agir sur les deux côtés. Et donc, le côté accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité, mais je dirais accompagnement des acteurs, en effet, des responsables politiques, des responsables aussi, bien sûr, des structures sanitaires, médico-sociales, sociales et des services publics de la culture, pour justement faire en sorte que l'environnement change et que l'environnement devienne capacitant. C'est essentiel parce que si l'environnement est capacitant, on peut toujours dire ah oui, il faut que tout le monde ait la liberté d'expression, puisse participer à la vie culturelle. Si l'environnement n'est pas capacitant, ça ne marche pas.
Ça n'est pas possible. Et donc, je dirais qu'après, il faut lister, je n'ai pas le temps de le faire ici, mais j'en ai ce qui serait quelques-unes, les missions dans lesquelles les travailleurs sociaux peuvent s'investir côté accompagnement, et côté accompagnement, je dirais, des personnes en situation de vulnérabilité, et côté accompagnement pour la modification de l'environnement. Eh bien, bien sûr, d'ailleurs, des deux côtés, c'est s'engager finalement pour informer, faut-il qu'ils les connaissent, mais c'est le but aujourd'hui, informer tout le monde sur les droits culturels, sur les obligations des uns des autres, sur cette notion de citoyenneté culturelle. C'est donc accompagner les personnes vulnérables pour qu'elles-mêmes soient à même de sortir de l'invisibilité et d'être des sans-parole, hein, pour qu'ils puissent eux-mêmes, elles-mêmes, ces personnes en situation de vulnérabilité, revendiquer l'application du droit français, du droit constitutionnel sur ce droit d'accéder au service public de la culture, entre autres, hein, et donc sur les principes aussi d'égalité des chances et de non-discrimination. Et puis, bien sûr, après, il y a énormément d'autres missions, c'est-à-dire qu'en effet, faire connaître, arriver à évaluer les besoins, les envies, les obstacles, faire connaître aussi, donc de l'autre côté, aux responsables publics ces obstacles. Il y a bien sûr aussi tout ce qui concerne l'accompagnement concret, au-delà de sorties culturelles. J'insiste sur un dernier point qui n'est pas compris aujourd'hui. Là où doit y avoir comment dire, le fait de repenser les modèles, comme je l'ai dit, c'est sortir d'une culture où finalement en France, la culture en termes de mode de vie, la française, pour les personnes en situation de vulnérable, les politiques, c'est du saupoudrage de soutien à projet. Et donc, si je suis une personne âgée isolée dans un EHPAD ou une personne naufragée, allongée sur un trottoir, la réponse politique aujourd'hui, la vision qu'ont y compris les travailleurs sociaux, souvent, ah, ben on va trouver quel projet on peut faire pour eux, ben, pour qu'ils accèdent à la musique, au musée, etc. Ce n'est pas suffisant. Le changement de cap, c'est l'accès dans le cadre du droit commun, et non pas l'accès. Ah, André est bloqué. Je pense que ce qu'il allait dire, ce qui est essentiel, c'est l'accès au droit commun et non pas euh, le saupoudrage et du coup la question par appel à projet et par silo. André, bon, il nous a dit que c'était son dernier point, donc je pense qu'il a quasiment fini. En attendant, voir si je vous lance un petit sondage et je vais y préparer le partage pour Raphaël qui prendra la suite. Et c'est intéressant parce que Raphaël est éducateur spécialisé dans un CHRS, il va se présenter et il va pouvoir nous raconter un peu comment concrètement, lui, euh, il, euh, il vit tout ça au quotidien, dans son travail. Alors j'ai l'impression qu'André Fertier revient. Oui. Est-ce que je lui laisse plutôt le mot de conclusion avant de rebondir? Bonne idée, Raphaël, merci. André, si tu es là, tu peux conclure. Non, il n'est pas là. Mais alors, voilà, comme on vous l'a dit, il y a un petit article récap de ce qu'André a dit qui vous sera envoyé à l'issue du webinaire. La parole est à toi, Raphaël. Merci, donc merci pour l'invitation. Voilà, je vais vous demander à tous d'être indulgents. Je suis pas forcément très à l'aise avec l'exercice. Je vais faire de mon mieux. Je vais essayer d'être clair et concis. Donc pour commencer, je vais me présenter moi en trois mots. Donc je suis éducateur spécialisé depuis une quinzaine d'années maintenant. Avant ça, je baignais plutôt dans le monde de l'éducation populaire. Et puis une autre des facettes, pas professionnelle mais bénévole, celle-là, c'est une implication forte dans la vie culturelle associative, comme pas mal d'entre vous, j'imagine, derrière vos ordinateurs. Voilà, moi plutôt du côté de la musique et de la radio. Je vais vous présenter l'association dans laquelle j'évolue. Si tu peux passer à la slide suivante, Tiffaine. L'association, c'est l'association L'Étape, qui est une association donc départementale. On est en Loire-Atlantique, dans le nord-ouest de la France, pour ceux qui situent pas à côté de Nantes. Ça fait à peu près 65 ans qu'elle existe, cette association. Sa particularité, c'est que elle évolue dans les quatre champs du médico-social, enfin, dans les trois champs plutôt, les trois secteurs avec quatre établissements.
Donc du coup, on a la protection de l'enfance avec une pouponnière, avec des établissements pour les mineurs isolés, avec des MEX, etc. On a aussi l'hébergement de personnes en situation de handicap, et l'accompagnement, donc avec des SAMSA, des SAVS. J'imagine que ça cause à beaucoup d'entre vous aussi. Il y a aussi un ESAT, donc dans lequel il y a plusieurs ateliers d'accompagnement par le travail des personnes handicapées. Et donc, moi, je travaille dans l'insertion par le logement, d'où le lien à la fédération, dans l'HAI. Moi, c'est plutôt vraiment le côté CHRS, mais au sein de l'étape insertion, donc l'établissement sur lequel on va se pencher dans la première partie de mon propos, il y a un CHRS, mais il y a aussi pas mal de services d'accompagnement vers et dans le logement. Voilà, du coup, peut-être dans l'ADN de l'étape insertion, il y a quelque chose qui est important de dire, c'est que ça a été créé autour d'accompagnement diffus. En fait, c'est pas, c'était le premier CHRS, en tout cas dans le département, à s'inscrire non pas en CHRS collectif, mais en CHRS diffus. Donc, il y a une valeur très très forte dans l'ADN de l'association qui est l'accompagnement personnalisé des personnes. Le projet personnel était là bien avant la loi 2002 et tout le tout team. Mais donc le souci qui a accompagné cet accompagnement individuel et qui a été pointé plutôt à partir des années 90-2000, ça a été le manque d'outils pour rompre l'isolement. Le fait de bosser avec les personnes de façon individuelle et avec leurs projets venait vraiment axer les choses autour de la personne et avec des partenaires. Mais par contre, ça permettait pas d'aider les personnes les plus isolées à être dans la rencontre, à créer du lien. Donc, les collègues à ce moment-là, donc au début des années 2000, ont commencé à monter des actions collectives et puis ils ont demandé à être formés. Donc, c'est ce qui s'est passé pendant plusieurs années. Donc, pendant les années 2000, il y a Christophe Malvaux qui est venu un formateur donc qui venait du sanitaire, qui était venu former un peu les hôpitaux et aussi tous les toute la prévention parce qu'il faisait partie du réseau AIDS. Donc autour de cette question de la participation des personnes soignées et donc accompagnées pour nous, et puis des outils d'évaluation qui pouvaient permettre d'avancer sur ces questions-là. Donc en fait, la formation a duré plusieurs années. En tout cas, il revenait une fois de temps en temps, une à deux fois par an, pour co-construire en fait cette nouvelle étape des actions collectives et culturelles au sein du centre d'hébergement. Et donc ça a permis de construire pas mal d'outils pour organiser nos actions culturelles, pour fonctionner ensemble et puis surtout pour mettre du sens dans chacune de nos actions. Donc là, je vais vous parler ensuite de quelques-uns des outils qui ont été créés au fil des ans, qui nous permettent, nous, de fonctionner autour de cette question de la culture et des droits culturels dans l'établissement. Le premier outil qu'on utilise, non pas au quotidien, mais presque, c'est la commission des actions collectives. Donc, c'est une commission qui réunit des travailleurs sociaux et des cadres aussi, et qui vient en fait une fois, ouais, trois, quatre fois par an, permettre d'échanger autour des pratiques culturelles, des ateliers en cours, et donc qui permettent de vérifier que tous les besoins des personnes sont bien repérés. Donc, je vous ai mis là un peu les fonctions de cette commission. Donc, elle évalue les besoins du public et la pertinence des actions. Elle gère le projet et articule les différentes actions collectives. Elle gère le planning de l'année, l'articulation des propositions pour qu'en effet les propositions culturelles n'arrivent pas toutes le même jour, toute la même semaine, mais bien tout au fil de l'année. Elle gère aussi le budget des actions collectives. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important de mon point de vue, c'est que il y a un budget qui est alloué par notre direction d'établissement à l'année
Et donc, c'est cette commission qui va venir arbitrer vers quelle ou quelle action tous les ans elle va envoyer l'argent, quelle est la priorité cette année, quels sont les besoins repérés. Et voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui est très clair, même si l'enveloppe n'est pas énorme, c'est cette commission qui vient choisir vers quelle action cet argent va être orienté. Et puis, elle gère aussi la communication avec les équipes, parce que au sein des équipes, vous connaissez aussi sans doute ça derrière vos écrans, on n'est pas tous égaux dans notre volonté de faire alliance entre culture et accompagnement social, ou en tout cas, on met pas tout ça au même niveau dans nos représentations du métier et de l'accompagnement. Donc voilà, cette commission, elle se réunit plusieurs fois par an pour continuer à élaborer ensemble aussi et puis à faire avancer nos pratiques. Deuxième outil que je voulais vous présenter aujourd'hui, parce que je pense qu'il est assez intéressant et qui va sans doute vous parler, c'est celui du curseur participatif. Donc en fait, l'idée là, ce n'est pas de hiérarchiser, mais bien de faire de la place à tous les différents niveaux de participation culturelle. Comme le disent les droits culturels, c'est pas la pratique culturelle n'est pas forcément la panacée. Le fait d'être spectateur a aussi une place dans tout ça. Et puis toutes les personnes qu'on accompagne, mais comme tous les citoyens que nous sommes n'ont pas la même appétence vers le culturel. Et donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir dessiner un parcours avec les personnes. Donc, en fait, la commission vient vérifier que les différents projets culturels proposés au sein des services correspondent à ces 4 curseurs participatifs. Donc, un plus, ça veut dire que l'action collective, elle est vraiment portée par des travailleurs sociaux. Les personnes ont une proposition culturelle, ils viennent et ils participent. Point. Ou ils sont spectateurs. De plus, il y a une implication effective des usagers. Alors, ça peut être tout simplement un atelier qui a lieu sur 4 semaines de suite, une demi-journée. En tout cas, l'implication qu'on va demander aux personnes accompagnées, c'est d'être régulière et de venir 4 fois de suite. Ensuite, avec 3+, on demande un engagement plus important des personnes accompagnées qui vont venir élaborer le projet avec les travailleurs sociaux, dire ce qu'elles ont envie de faire et puis participer à la gestion du budget de l'action, par exemple. Et puis le dernier curseur, c'est l'autonomie complète des usagers dans les projets. Donc c'est imaginer des projets au sein des services, mais dans lesquels les travailleurs sociaux n'ont aucun rôle. Bon, là pour l'instant, on n'en a pas au sein du service, mais on a quand même créé ce curseur-là. L'idée étant bien d'avoir des actions avec chacun de ces curseurs pour permettre à une personne qui est très isolé de venir dans une activité de consommation tout simplement parce que c'est déjà beaucoup lui demander que de venir dans un groupe. Et puis, à contrario, des personnes qui arrivent dans nos structures, certes qui arrivent de la rue, mais qui ont un parcours culturel énorme, qui ont parfois été professionnels du spectacle ou très vivants dans des associations, et ben en fait de venir partager ces compétences-là et de venir porter des groupes au sein de la structure. Voilà, ces deux personnes-là, elles ont des besoins qui sont très différents et ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir des actions qui causent à ces différentes personnes. Le troisième outil que je voulais partager, et puis après je vais arriver dans le concret pour vous dire à quoi ça ressemble. Le troisième outil, c'est que je ne vous dise pas de bêtises, voilà, le niveau de mise en œuvre. Ce qui est important pour nous aussi, quand on s'organise en commission, c'est d'essayer de repérer les projets qui fonctionnent, qui sont rodés, et puis les projets qui ont besoin d'être créés parce que tel ou tel public on a repéré, je ne sais pas, à un moment donné, les adolescents n'ont aucune action qui leur corresponde aujourd'hui pour mettre en valeur leurs droits culturels, donc il faut créer quelque chose. Ce qu'on s'est rendu compte, et ce que vous savez tous aussi, c'est que ça demande un temps qui est très différent. Quand une action est déjà mise en place, quand on travaille avec un partenaire avec qui c'est fluide, et ben en fait, pour 3 demi-journées d'action, et ben on va travailler, je sais pas, 6 demi-journées sur le projet, le budget, etc. C'est fluide, ça roule. Par contre, pour certaines actions qu'on va créer, là, on voit dans le curseur la nouvelle lune, on a repéré un besoin, il faut qu'on crée quelque chose, et ben parfois on va passer
plusieurs mois à rencontrer différents partenaires, à rencontrer des collègues, à essayer de trouver des budgets. Et donc, pour une seule journée d'action culturelle, et ben, ça va demander beaucoup de temps et d'investissement. Donc, on essaie aussi de trouver dans ces commissions-là un équilibre entre les actions qui fonctionnent et qui demandent peu de temps et d'énergie, et puis celles qui en demandent plus pour qu'on ne se retrouve pas avec des actions nouvelle lune sur toute une année et faire que, en fait, on n'y arrive pas et qu'on soit débordé. Voilà, c'est un peu les deux critères qui permettent d'arbitrer tous les ans. Et donc, je vais essayer d'être plus concret avec quatre exemples d'actions culturelles qui ont lieu dans ma structure au quotidien, enfin, en tout cas tous les ans. Là, je fait un focus sur 2024. Et je commence avec les sorties collectives et culturelles. Donc là, vous voyez, on est sur un curseur 1+. On est juste dans de la consommation. Ça fait plusieurs années que cette commission, elle fonctionne. On a un budget à l'année là qui est de 1250 euros. Et donc, il y a trois porteurs de projets, trois travailleurs sociaux sur les différentes équipes qui viennent porter ça à l'année. Ces sorties collectives et culturelles, c'est assez simple en fait. À chaque vacances, il y a une sortie dédiée aux adultes, une sortie dédiée aux familles qui est proposée. Et donc là, on vient balayer tout ce qu'on met derrière le terme de culture. Donc ça peut être du cinéma, du musée, mais aussi un match de foot, une sortie en canoë, une promenade dans la nature. Voilà, c'est les porteurs de projets qui doivent avoir une vision là-dessus et essayer de proposer des choses qui correspondent, qui balayent tous les droits culturels et tout ce qu'on met derrière cela. Donc voilà, première action. Le deuxième que je voulais vous proposer, non, non, c'est bon, merci Tiffaine. Donc là aussi, on est sur un curseur un seul plus, parce que c'est des propositions qui sont faites aux personnes accompagnées, ça émane des travailleurs sociaux. Donc les personnes, elles ont juste à dire oui, je participe ou non, je ne participe pas, mais en tout cas, elles n'élaborent pas le projet avec nous. Euh, Par contre, il y a de la pratique culturelle qui se met en place pendant ces ateliers-là. Donc, c'est un partenariat qui se fait depuis 2 ans, 3 ans maintenant, avec le château des Ducs de Bretagne à Nantes. Donc, c'est un musée de la ville. C'est pour ça que le budget, il est de 0 euros. Les politiques de la ville imposent à ces structures municipales de bosser avec les quartiers. Donc, voilà pourquoi on a eu ce partenariat-là. Et donc, en fait, là, cette année sur 2024, par exemple, il y a eu 3 journées différentes. Une exposition autour de Gengis Khan, donc une visite commentée qui est en lien avec un atelier à chaque fois. Donc voilà, là ce que vous pouvez voir, c'est un atelier calligraphie qui était en lien avec cette exposition. Et puis il y a aussi eu une journée médiévale autour de ce château. Donc voilà, il y a eu un atelier couture, donc voilà, de la pratique culturelle et aussi du côté spectateur pour la visite du musée. On poursuit avec une autre action qui est le jardin. Donc là, on est sur une implication, on augmente de critères, il y a 2+, parce qu'en fait, les personnes qui participent à ce jardin vont s'engager sur une partie de l'année et donc elles vont venir pendant des temps collectifs. Donc la saison s'ouvre en février, tout le monde va partager ensemble le fait de faire de la place à des cultures, mais au-delà des temps collectifs, les personnes vont s'engager à pouvoir venir une fois de temps en temps arroser pendant l'été, à venir s'occuper aussi en dehors des temps collectifs de ce jardin. Donc ça fait plus de 10 ans que ça a lieu. C'est un budget qui n'est pas énorme non plus, 680 euros à l'année. Et puis voilà, c'est 3 porteurs de projets qui sont différents des autres actions qui viennent tous les ans accompagner les gens, mais aussi évaluer tout ça. Une dernière action pour venir illustrer, qui est l'action, donc la cuisine à projet, qui a changé de nom cette année. C'est pour ça je mets un croissant de lune, c'est une nouvelle formule qui vient de se créer. Là, l'engagement, il est important au niveau des personnes parce qu'en fait, c'est un groupe autoporté, non pas autoporté, en tout cas, les personnes viennent porter les projets qu'elles ont envie d'amener. Donc, il y a un collectif qui se crée. Là, on est à 21 personnes cette année qui viennent se retrouver une fois par mois pour faire émerger des idées. Donc, souvent, on est sur plutôt des repas partagés, mais là, vous voyez un pique-nique tout simplement dans un parc. Et il y a aussi des envies d'aller
d'aller découvrir un lieu culturel. Et puis cette année, par exemple, l'idée de monter un séjour. Donc voilà, là sur cette année, les personnes ont voulu partir ensemble en séjour pendant une semaine. Et donc elles ont, avec l'aide du coup de la FAS et de la NCV qui peut financer ce genre de projet, et bien du coup le groupe va partir début juillet ensemble. Et donc les personnes ont elles aussi participé à la demande d'aide financière qui a été faite. Et puis ces personnes qui ont choisi le lieu, qui ont choisi le contexte et qu'est-ce qu'elles vont faire ensemble. Donc voilà, là on est sur un curseur plus important. C'est pas les mêmes personnes qui vont forcément participer à ces 4 projets que je vous ai expliqués, mais c'est bien l'intérêt de porter des projets culturels assez différents. Euh, voilà. Ça va assez vite, mais c'est bien, ça va vous laisser le temps de poser des questions après si ça vous intéresse. Donc là, je vais sortir du focus étape insertion pour revenir sur l'association L'Étape, dont je vous parlais tout à l'heure, qui regroupe 4 établissements dans les différents secteurs. En 2022, l'association, elle était pas mal sollicitée par des structures culturelles départementales ou par des acteurs culturels, des troupes de théâtre par exemple, pour monter des projets avec eux. Et du coup, l'association, elle est à l'échelle départementale, ça représente à peu près 300 salariés. Il y avait absolument personne de dédié à cette question culturelle. Ils savaient pas trop quoi en faire, donc ils ont proposé à titre expérimental de dédier un 10% de travailleurs sociaux à cette question-là au niveau associatif. Donc c'est moi qui ai réussi à glaner ce poste. Et donc depuis 2022, je passe une demi-journée par semaine à essayer d'organiser cette question culturelle au sein de l'association, avec une grande question qui est pourquoi? Donc voilà, l'idée, la première des idées, c'est de travailler avec les administrateurs, avec toutes les directions d'établissement pour mettre en lumière tout ce qui se passe sur le terrain, de faciliter les partenariats avec les lieux, de mettre en lumière tout ce qui existe déjà au sein des établissements et que tout le monde ne connaît pas. Et puis, ce qui a été rapidement acté de ma part et qui a été validé par les différents niveaux, c'est-à-dire administrateurs, cadres et salariés et personnes accompagnées, c'est qu'il fallait clarifier cette notion de droit culturel. En fait, j'ai élaboré avec le conseil d'administration une charte des droits culturels qui doit permettre de clarifier la position associative. Et donc voilà cette fameuse charte. Donc là, c'est vraiment un résumé. C'est un document qui est un peu plus long, mais qui a été validé par les différentes strates de l'association et entre autres le conseil d'administration qui a largement participé à la construction de cette charte des droits culturels. Il y a 4 points fondamentaux dans cette charte que je vais essayer de vous décliner rapidement. Donc la première, c'était, si tu peux passer au slide d'après, Tiffaine, c'était tout simplement de trouver une définition commune et simple. Donc voilà ce qu'a essayé de faire la FAS aussi, parce que en effet, on peut mettre beaucoup de choses derrière ce mot de culture, et parfois ça peut être très restrictif. Donc la définition de l'association L'Étape, elle est venue s'accoler à celle des droits culturels et à celle que décrivait André Fertier tout à l'heure. Donc voilà, qui vient bien regrouper à la fois les pratiques culturelles, mais aussi les modes de vie. C'est quelque chose qui était important pour nous, mais aussi pour les équipes et aussi pour les lignes budgétaires, tout simplement pour nos amis comptables qui, pour monter des budgets culturels, doivent savoir, mais ça, c'est de la culture ou c'est pas de la culture? Une sortie au cinéma, une sortie à la piscine, c'est culture ou c'est pas culture? C'est sport? Donc voilà, ça a permis d'avoir une définition commune et puis de pouvoir cibler vraiment qu'est-ce qu'on met derrière ce mot-là et qu'est-ce qu'on fait avec. Sur le deuxième point important de cette charte, c'était de venir rappeler le lien entre accompagnement social et droit culturel. Pendant la première année de coordinateur culturel, j'ai fait le tour des services
pour essayer de voir quelles étaient les pratiques dans chacun des services que je ne connaissais pas forcément. Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, la promotion des droits culturels, même si c'était pas ce mot-là qui était utilisé il y a 50 ans, et ben, elle était vraiment dans l'ADN de l'association, dans l'ADN, je pense aussi du travail social finalement, avec une conviction profonde de chacun que toutes les personnes qu'on accueille, elles sont bénéficiaires, mais aussi auteurs de ces ressources culturelles, et que c'était vraiment une des richesses de notre métier aussi, c'était de pouvoir rencontrer ces différentes cultures au quotidien, et que c'était quelque chose qui venait nous nourrir et rendre et être une part de reconnaissance de notre métier, vu la reconnaissance pécuniaire n'était pas la première des raisons de nos vocations. Et puis, ouais, ça venait aussi reconnaître vraiment, mettre un accent sur la reconnaissance de la puissance culturelle de chacun. Donc voilà, venir dire, c'est important, ce qu'on va faire à travers le travail des droits culturels, c'est pas seulement permettre aux personnes d'avoir accès à de la culture ou à des espaces culturels, mais bien de leur permettre de se rendre compte, si elles ne le sont pas déjà, qu'elles sont détentrices d'une puissance culturelle et de mettre ça en valeur. Euh, Troisième point, c'est les outils qu'on a développés du coup d'abord au sein de l'insertion, mais qu'on partage désormais au sein des 4 établissements. Et donc, ces outils-là, bah, ils doivent permettre de structurer notre travail et puis surtout de pouvoir le mettre en valeur. Parce que donc, l'idée, c'est bien avec cette charte culturelle et avec ces outils, d'intégrer les bilans d'activité tous les ans, d'intégrer les projets associatifs, de services, les projets stratégiques associatifs, les statuts aussi de l'association pour venir officialiser un travail qui n'est absolument pas ni accessoire, ni un travail occupationnel, mais bien un des axes fondamentaux de notre fonction d'insertion, d'inclusion, en fonction des champs et des secteurs. On n'utilise pas le même terme, toujours est-il qu'on était d'accord pour dire que c'était vraiment quelque chose un pilier central finalement de notre accompagnement. Et puis, parmi les outils, il y a aussi cette question que vous avez, j'en suis sûr, dans tous vos établissements, qu'ils soient culturels ou qu'ils soient médico-sociaux, qui est celui du temps alloué à ces questions-là et de deux, des budgets dédiés. Voilà, donc venir clarifier, officialiser tout ça pour que chacun puisse savoir sur quel pied danser et donc simplifier aussi le montage de ces projets pour tout le monde. Et puis, dernier point de cette charte des droits culturels, c'était de faire du lien avec un autre point théorique et un focus sur une intégration interculturelle. Euh, voilà, les droits culturels, ils rentrent dans la loi française et ça fait plaisir d'avoir quelque chose qui rentre dans la loi française et qui n'est pas assimilationniste ou intégrationniste. Donc voilà, on s'est dit on va s'appuyer là-dessus pour appuyer les valeurs de l'association, pour insister sur les valeurs humanistes et sur quelle société on veut créer avec ces droits culturels. Ça permet aussi d'insister sur un pont entre droit culturel et cette notion d'intégration interculturelle, qui est l'approche d'accompagnement. Donc, ça commence par la décentration, commencer par regarder notre culture à nous pour pouvoir accompagner les personnes qu'on accompagne. Voilà, d'où je viens. Ensuite, la pénétration du système de référence de l'autre. Donc, tout simplement regarder la culture, être curieux afin de pouvoir négocier ou faire de la médiation. Ou en tout cas, voilà, pour pouvoir être dans une curiosité culturelle, ben, on a besoin de regarder d'abord la nôtre pour pouvoir s'intéresser à l'autre. Et c'est vraiment un outil de base auquel on croit très fort dans nos accompagnements, mais sur lequel on ne met pas toujours des mots, ou qu'on a du mal à expliquer dans nos métiers de travailleurs sociaux. Voilà, on trouvait que c'était le bon endroit pour venir insister sur ces valeurs-là de notre travail qui est, à mon avis, très forte.
Voilà pour la charte des droits culturels. Et du coup, pour faire vivre cette charte des droits culturels, ce qu'on a découlé un an plus tard, c'est une commission culturelle associative. En plus de ces 10% de coordination associative, il y a eu des personnes qui ont été désignées référents culture sur chacun des établissements. Donc au niveau de l'ESAT, au niveau de l'établissement qui est plutôt au niveau de l'accompagnement des personnes en situation de handicap et au niveau de la protection de l'enfance, des travailleurs sociaux et des travailleuses sociales participent régulièrement à une commission dans laquelle on vient partager autour des projets en cours, autour des partenariats qui fonctionnent, ceux qui fonctionnent moins bien, autour de qu'est-ce qu'on veut faire dans ces actions culturelles, pourquoi on le fait et comment on peut aider les équipes à monter ces projets avec le moins de freins possible. Voilà, et puis avec un axe aussi de formation. On essaie de faire tous les ans une journée de formation qui est ouverte à tous les salariés, aux administrateurs, administratrices aussi, pour expliquer ce que sont les droits culturels et faire le lien avec tout ce que je viens de vous expliquer dans la charte des droits culturels. Donc voilà où on en est aujourd'hui à l'association L'Étape, avec forcément plein de questions, toujours à l'œuvre. Mais je pense que les questions, vous, pour cette fin d'intervention. Je vais peut-être vous les laisser. Euh, voilà. Ah ouais, la dernière, là, elle était un peu en mode provoque, juste pour dire, et c'est important, et c'est avec ça qu'on vient porter dans nos formations autour des droits culturels, on vient caricaturer, mais vient venir dire aussi que que les droits culturels, c'est savoir se décentrer. Et en fait, savoir nous aussi aller vers l'autre, c'est aussi s'ouvrir à Joule s'ouvrir à Snapchat, parce que en effet, c'est aussi des fenêtres vers la culture et qu'il faut pas les balayer d'un revers en se disant non, non, moi je vais te montrer ce que c'est que la culture dans cette démarche interculturelle et des droits culturels. L'idée, c'est bien à nous aussi, de travailleurs sociaux, de réussir à accepter la culture de l'autre. Alors parfois, c'est facile quand c'est quelqu'un qui vient d'un autre pays, on peut être facilement fasciné par la culture d'un autre pays, et puis les échanges sont forcément riches notre curiosité est attisée. Par contre, une personne qui est atteinte de troubles mentaux ou dans la protection de l'enfance, quelqu'un qui vient nous apporter un témoignage sur une chaîne YouTube et sur un influenceur qui est génial, on va plutôt avoir tendance à balayer ça. Et voilà, c'est aussi comment appliquer cette notion de droit culturel à nous-mêmes, et puis comment en échanger avec les partenaires culturels pour que tout ça réussisse à cohabiter et trouver un langage commun, ce qui est pas toujours, ce qui est pas toujours évident. Je pense que je vais m'arrêter là. Est-ce que je peux te redonner la main, Tiffaine? Tu peux, merci beaucoup Raphaël. Je trouve que c'était assez exemplaire tout ce que tu as partagé, qui incarne très concrètement tout ce qu'on défend. Alors, c'est sur les intervenants précédents, on avait un langage assez institutionnel et tout ça, et je trouve ça très fort, comme tu arrives à dire avec des mots simples et clairs ce qu'on cherche à défendre. Donc, merci à toi. J'ai laissé quand même là tes questions que toi tu commençais à poser. Je vois qu'il y a eu des mains levées, mais qui se sont baissées parce qu'on va pouvoir en effet arriver à un temps de questions-réponses. Euh, je fais appel à mes collègues s'il y a des questions qui ont été posées auxquelles on n'a pas répondu. Non, il n'y a pas eu de Il n'y a question. pas eu de d'autres questions. Non. Tout à l'heure, j'ai vu des mains levées. S'il y a des personnes qui voulaient prendre la parole pour poser une question directement à l'oral. Non, c'était crystal clear. Il y avait au tout début un échange sur comment on fait, en fait, pourquoi accompagner les familles et les personnes précaires vers l'accès à la culture quand la préoccupation principale, ça reste la survie. Je pense que l'intervention de Raphaël a quand même permis aussi de bien rappeler
et puis peut-être celle de nous tous, que c'est pas c'est pas contraire. C'est justement aussi quand il faut survivre qu'il faut aussi mettre la priorité sur vivre, et c'est bien le rôle de nos associations de prioriser ça et que c'est par le partage des actions culturelles qu'on vit. Il y a des témoignages. Je les lis à l'oral pour ceux qui ne peuvent pas lire. Merci Raphaël pour votre intervention. C'est tout ce que je défends et votre intervention prouve que c'est possible. Merci. Merci. Il y a beaucoup de merci, beaucoup de bravo. Je pense que ta dernière allocution, Raphaël, ça a envoyé du lourd. La culture sans la lutte des classes, c'est du karaoké, j'adore. Bah, merci, c'est chouette si ça vous fait écho dans vos pratiques. Et puis ouais, pour répondre à la question pour les personnes qui sont à la rue, bah, en effet, on va pas travailler les choses de la même façon, demander le même investissement aux personnes, mais justement, c'est pouvoir aussi leur remettre dans les mains le fait que même si aujourd'hui il n'y a pas de toit sur la tête, mais elles sont quand même détentrices d'une puissance culturelle, c'est-à-dire les recettes qu'elles ont partagées enfants. C'est quelque chose qu'elles détiennent, qu'elles soient à la rue ou ailleurs. Euh, ce, 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 euh, les épreuves qu'elles parcourent et la résistance, la résilience à laquelle euh, elles font œuvre, et ben en fait, c'est aussi une vraie preuve de puissance culturelle. Et même si aujourd'hui, la priorité, elle est plutôt à trouver à manger et à trouver un toit, eh bien, il n'empêche que c'est quelque chose dont elles sont toujours détentrices et qui peut leur permettre à certains moments aussi de garder la tête haute. Donc, je pense qu'en effet, l'idée, c'est pas de justement, c'est peut-être pas de les amener dans un musée à ce moment-là ou à l'opéra, mais plutôt autour d'un atelier cuisine parce que ça leur permet de manger, de répondre à une des questions. On va pouvoir partager un repas. Et la deuxième question, c'est est-ce que c'est toi qui peux nous apprendre une recette et se dire bon bah malgré toute cette galère, je peux aussi partager et apporter quelque chose à l'autre. Et c'est là toute la puissance, je pense, de ces droits culturels et le fait de se décaler un peu uniquement de la pratique artistique. Je dis pas qu'il faut la balayer. L'idée, c'est vraiment bien de faire coexister tout ça parce que tout ça a une place et une fonction et que, en effet, moi-même, j'ai pas envie, dans les temps de galère, d'aller forcément à l'opéra, mais par contre, bah, ça me fait du bien d'aller taper un foot avec les copains. Et bah ouais, ça fait partie de la panoplie de ce que je suis, des différentes cultures auxquelles je crois, j'appartiens et qui me font du bien. Il y a encore eu des applaudissements. Il y a une question qui est arrivée. Comment ton association arrive à dégager du temps de coordination pour les travailleurs sociaux sur la culture, Raphaël? Hop là. Alors du coup, bah, la coordination, c'est à hauteur de 10%. Donc voilà, moi, c'est une demi-journée sur une association qui représente 250 salariés. C'est pas énorme, mais ça permet quand même de faire ce taf-là. Donc c'est déjà, mais c'est plutôt symbolique qu'autre chose. Mais du coup, c'est un vrai choix institutionnel qui a été fait à un moment donné, quoi. Donc c'est un choix qui a émergé par les équipes qu'on fait vivre d'abord cette dimension-là, et puis du coup, qui ont été entendus par les directions et qui du coup ont pu dédier ce temps-là. Mais par contre, les référents sur chaque établissement dont je parle n'ont pas de temps dédié, eux. Ils viennent comme ils peuvent sur les commissions qu'on organise. Ils peuvent pas à chaque fois. On essaie de s'organiser autour des impératifs de chacun, mais le fait clairement de pouvoir insister et que ça figure dans les projets de service, d'établissement, etc., ça permet aussi de batailler auprès soit de nos collègues, soit de nos cadres pour dire, ben, en fait, si, cette réunion, elle a de l'importance, elle fait partie de notre travail. Certes, du coup, là, je vais pas pouvoir accompagner deux personnes à faire leurs impôts ce matin, mais par contre, ça a vraiment une importance qui est à mettre à égalité une nouvelle fois. Hein. L'idée,
c'est pas non plus de venir dire l'accompagnement administratif, l'accompagnement à la santé, il est pas important ou il est moins important, mais bien de dire en fait il faut que ces choses-là viennent se superposer pour que la globalité des personnes et de leur identité soit prise en compte. Là où certaines personnes vont avoir besoin plus d'un accompagnement autour du soin, eh bien, il y en a d'autres qui vont être beaucoup portés par ces actions culturelles et qui vont nous le dire dans les bilans de fin de prise en charge que finalement, c'est ça qui leur a permis de rester accrochés à une insertion et puis à un toit. Donc, voilà, c'est de réussir en faisant un peu du lobbying, clairement, dans notre asso aussi, que les collègues ont pu s'associer petit à petit et que désormais, ce parti pris-là, il est quand même largement partagé. Là où il y a 15 ans, beaucoup de collègues disaient non, bah, là, il y a une urgence, tu fais sauter cette sortie-là, de toute façon, c'est pas la priorité. Aujourd'hui, c'est perçu différemment et non, on fait pas sauter systématiquement les actions culturelles pour quelque chose de plus important parce que on a réussi à faire entendre que que ça avait une vraie, c'était important. Ah, il y a une demande de prise de parole. Je donne la parole à Nicolas Coste qui a le droit de parler. Ouais. Je te remercie de ce droit de parole, Tiffen. Bonjour. Donc oui, effectivement, j'avais posé la question précédente et juste effectivement merci et puis merci pour l'intervention de manière globale. C'était pour compléter, est-ce que vous arrivez à valoriser ça voilà, parce que c'est vrai que j'avais posé la question sur dégager du temps, parce qu'on sait que c'est une question il y a aussi la question des moyens et on n'a pas toujours de financement des institutions pour ce temps de travail sur la culture. Et je me demande, sans que pour l'instant ça soit fléché vers forcément vers des budgets, mais est-ce que ça peut être valorisé ce travail que vous faites autour de la culture dans le projet d'établissement, donc dans l'accompagnement social global des personnes, auprès de vos financeurs au niveau de l'association? Et ben aujourd'hui, en tout cas, ouais, ça figure. Nos financeurs ne nous le demandent pas dans le bilan annuel, mais on le fait figurer. Donc en fait, on rédige tous les ans, au-delà de nos budgets, notre bilan d'action, combien de personnes ont été touchées dans ces actions, quels sont un peu les bilans de tout ça. Donc en tout cas, voilà, nos tutelles pour l'instant ne nous le réclament pas, mais nous on met ça en avant pour dire c'est du travail et c'est aussi pour ça on est financé finalement, même si c'est pas les comptes que vous nous demandez, c'est-à-dire combien de personnes sont de retour dans un appartement où on trouve un travail. Concrètement, c'est les deux seules questions qu'on nous pose. Hein. Eh bien, nous, on répond aussi à cette troisième question-là, qui est qu'est-ce qu'on fait comme action culturelle et qui est-ce que ça vient toucher, combien de personnes ça vient toucher, quelle pluralité on propose, etc. Ouais. Merci. Alors, il y a des témoignages dans le chat. Il y a Patrick Duclou qui témoigne. Est-ce que Patrick, vous voulez prendre la parole et qu'on vous la laisse à l'oral ou vous voulez que je lise votre témoignage? Et il y a beaucoup de témoignages en fait là, au fur et à mesure aussi dans le chat. Patrick, je vous laisse y réfléchir. J'aimerais aussi revenir vers André Fertier dont l'intervention s'est coupée à la fin. André, est-ce que vous vouliez, tu étais en train de grosso modo dire qu'il y en avait marre du saupoudrage en termes d'action culturelle et du fait de cloisonner les publics. Est-ce que tu veux finir ton intervention? Oui, je suis désolé, il y a eu une coupure de réseau. Je ne sais pas exactement en effet où j'en étais, mais ce que je voulais dire, oui, je pense que c'est important d'avoir conscience qu'on ne peut pas continuer avec deux catégories de personnes en France, celles qui sont en situation de vulnérabilité et qui ont accès à la culture dans le cadre de soutien à projet en termes de politique publique, et les autres personnes qui ne sont pas en situation de vulnérabilité, qui ont accès à la culture dans le cadre du droit commun, c'est-à-dire à des offres pérennes, via justement cet accès notamment aux services publics et privés, des loisirs, de la culture, et que donc ça c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, je vais citer un exemple concret que j'ai vécu, qui illustre en même temps un sujet une question qui a été soulevée tout à l'heure sur la priorité entre manger, boire, se loger, etc. J'ai connu en effet une personne âgée, par exemple, qui s'est laissée mourir à la fermeture de l'atelier de peinture où elle venait, auquel elle fréquentait donc régulièrement dans son dernier lieu de vie un service longue durée en gériatrie. Donc ça montre la portée de ce besoin essentiel et existence.
Et du coup, j'enchaînerai aussi pour montrer l'importance que j'ai évoquée de ne pas agir uniquement à sa mesure, même si c'est extraordinaire de porter des projets magnifiques, mais il est possible de faire changer les choses plus en profondeur. Et ainsi, on a réussi, en faisant du lobbying en 2005, à faire introduire dans le décret d'application de la prestation de compensation du handicap, dans la liste des besoins essentiels à l'existence, l'accès à la culture, mais comme ouvrant droit à compensation, ce qui fait qu'aujourd'hui, sous critère d'éligibilité, une personne reconnue handicapée peut bénéficier jusqu'à 30 heures d'aide humaine pour un accompagnement en musée, pour un cours de danse, de musique, etc. Et là, je pense, je ne sais pas si j'avais eu le temps de le dire, qu'un des troisièmes, de troisième chantiers que je commençais à évoquer, c'est la question justement de travailler sur les cahiers des charges des établissements sociaux, médico-sociaux et culturels pour qu'il y ait une meilleure exigence de prise en compte des personnes notamment qui sont isolées, qui vivent en isolement contraint en domicile privé ou en institution, et aussi qui sont, qui sont victimes d'exclusions très fortes, qui ne sont pas pris en considération, par exemple, en effet, au niveau des personnes sans abri, en très grande précarité. Et sans intervenir sur ces cahiers des charges, je rappelle bien, côté aussi bien des établissements et services culturels que côté social, CHRS, etc., et médico-social, ça n'avancera pas de manière très structurante. Donc ça, c'est un des chantiers. J'ai évoqué, je crois que j'ai pas eu le temps peut-être de le dire, que dans le cadre de la marche pour la citoyenneté culturelle, il y a deux exemples concrets à laquelle je vous invite de participer, d'apporter vos réflexions, vos contributions. C'est d'une part donc une table ronde avec la commission des affaires sociales du Sénat où on va justement traiter de la question de la part d'accompagnement culturel qui est portée au regard des différents profils de métiers, aussi bien secteur social, médico-social et culturel, et aussi dans le cadre des universités d'automne de la FNADAC, la Fédération nationale des associations de directeurs d'affaires culturelles, qui nous a invités donc à travailler sur la construction de ces universités, de pouvoir justement identifier les sujets, les problématiques et les propositions, surtout les propositions qui peuvent être faites à débattre lors de cette université d'automne de la FNADAC pour justement essayer d'avancer, mais en profondeur. Voilà, pour un accès dans le cadre du droit commun. Alors après, il y a d'autres choses que j'ai évoquées, notamment le fait qu'on travaille aussi pour l'élaboration d'un projet de pacte culturel républicain qui sera communiqué donc en décembre 2025 lors de la fête nationale de la citoyenneté culturelle organisée par la marche donc, de la citoyenneté culturelle à laquelle bien sûr vous êtes toutes et tous invités à participer, à contribuer dans la conception, etc. On vous Voilà. donnera tous les liens nécessaires, toute Mais l'info. je suis désolé encore pour cette rupture de réseau, je sais pas exactement. Voilà. Alors, pendant ça, il y a des personnes qui ont partagé, merci beaucoup André, il y a des personnes qui ont partagé des choses dans le chat et Patrick Duclou est l'un d'entre eux et notamment partant pour prendre la parole. Patrick, c'est à vous. Il faut désactiver votre micro, Patrick, c'est la seule chose à faire normalement. Hmm, Bon, en attendant, je vous lis, si vous voulez, alors d'autres témoignages. Claire, merci beaucoup. Il m'arrive de faire certains entretiens individuels avec les personnes accueillies en hébergement d'urgence au musée plutôt qu'au bureau. Nos échanges sont plus riches, plus libres, les liens plus forts. C'est un témoignage intéressant. Euh, alors, Patrick, boum, boum, boum. Je vois que vous essayez. Ouais, je suis désolée. Il y a eu une question entre-temps une personne qui s'interroge sur le frein de la mobilité. Comment avez-vous contourné cette problématique sur le problème de l'éloignement du public qui vit dans des villes éloignées, à les amener vers l'activité proposée et leur permettre de leur sortir de l'isolement? Raphaël, si tu souhaites y répondre, même si toi je sais que tu es dans Nantes même, il y a quelqu'un en tout cas qui a proposé une réponse. Il y en a une qui dit qu'elle inclut dans les budgets des programmes des postes transport assez importants pour pas que ce soit un levier. Ouais, donc clairement, en effet, c'est pas une problématique auquel on est confronté. Moi, ouais, on est dans la métropole nantaise et il y a toujours les transports et etc. Donc, j'entends aussi cette question, mais sur laquelle il y a plein de gens qui seront sans doute plus intéressants que moi.
Oui, si je peux évoquer une hypothèse de réponse sur ce sujet de la mobilité. Oui, vas-y André. Euh, on avait, on avait été missionné là, pour travailler sur l'élaboration une fiche d'action culture dans les contrats locaux de santé, notamment en région centre. Et le président du pays des Gâtinais donc évoquait lui qu'il serait intéressant de réfléchir sur la mobilisation des transports scolaires, qui évidemment interviennent que dans certains créneaux horaires, et de voir comment pour les activités périscolaires, extrascolaires, les différentes activités culturelles, et il pourrait, ces services, donc, contribuer à résoudre ces problèmes de mobilité. Après, bien sûr, il y a toutes les autres pistes qui sont l'existence, ça et là, de quelques services, bien sûr, de portage culturel à domicile, d'intervention artistique culturelle à domicile, mais néanmoins, c'est important de travailler sur le double mouvement. Je veux dire, il faut que les personnes aussi puissent sortir, bien sûr, de leur lieu Mm. de vie, domicile ou institution. Hein. Enfin, il y a différentes pistes qui devraient. C'est vrai que c'est un sujet central. Et je complète avec un exemple concret aussi où on peut mettre dans la réflexion les acteurs culturels eux-mêmes qui ont ces contraintes aussi de faire venir tout public chez eux. Et moi, quand j'étais animatrice dans un CHRS Emmaüs Solidarité à Épinay-sur-Orge, le théâtre de Brétigny avait une navette en fait. Ils avaient des salariés dédiés à aller chercher les personnes qui ne pouvaient pas se rendre facilement au théâtre, au théâtre. Et voilà, la solution a été trouvée du coup par l'acteur culturel pour cette question-là. L'autre solution aussi qui existe, on dit que ça se fait ça et là, mais qui pourrait être intensifiée, c'est le fait qu'il y a par exemple des institutions euh, médico-sociales, sociales aussi, qui ont un parc de véhicules, y compris de transport adapté, enfin de véhicules adaptés, je veux dire, et qui peuvent parfois mutualiser, parce qu'ils s'en servent pas tout le temps, et il y en a certaines institutions qui n'ont pas de véhicules, ça coûte cher, et d'autres qui en ont. Donc il y a la question aussi de mutualisation, en effet, des véhicules de transport qui peuvent être mis en place quoi, au niveau de certains territoires. Et je crois que Patrick a son micro ouvert. Bon, bah, je suis une Super. personne accueillie, donc j'ai vécu en CHRS. Déjà, certains d'entre nous allaient dans les bibliothèques pour avoir de l'eau potable et pouvoir regarder des trucs sur Internet ou lire. J'apprécie beaucoup toutes vos actions parce que la culture, c'est très important. Vous vous rendez pas compte. Manger, dormir, oui, mais après, on n'est que des légumes de la rue. Si on a accès à pouvoir partager des émotions, c'est pareil à la fin des films qu'on voit avec vous, quand on peut discuter de ce qu'on a ressenti. De la même manière, je regrette quand même que père aidant, surtout quand vous repérez dans les groupes que vous occupez, ne puissent pas être réintégrés par la suite pour partager leur savoir. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est le Soli Guide qui contient comment s'habiller, comment se nourrir, comment. Mais il n'y a pas une page pour la culture. Alors je dis, ne serait-ce que de recenser les lieux gratuits d'accès aux expositions. Ouais, juste parce qu'un collègue à vous, donc c'est un monsieur qui travaille dans le Carude et qui tous les vendredis dans notre réunion dit ah bah il y a ça ce week-end parce qu'il a regardé sur le journal local, il a recensé toutes les choses qui pouvaient nous intéresser et voilà. Je vais essayer de couper le micro maintenant. Merci beaucoup, Patrick, pour cette intervention. Sachez qu'il y a aussi, vous mentionnez, il y a d'autres personnes accompagnées ou concernées qui sont participantes à la réunion. J'en ai vu plusieurs. Et voilà, merci à vous tous d'être là. On cherche d'ailleurs à intégrer plus de personnes accompagnées au groupe de travail parce que les personnes concernées qui y étaient ont dû le quitter récemment. En tout cas, c'était très éclairant. Merci, Patrick. Est-ce qu'il y a d'autres volontés de prendre la parole, d'autres témoignages, d'autres envies de partager ces pratiques, ce qui... André? Oui, je voulais évoquer aussi, j'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure, mais que dans les missions du travail social, il me semble que devrait être revendiquée la possibilité justement d'accompagner beaucoup plus les personnes en situation de vulnérabilité pour leur participation à la vie démocratique, tant la vie démocratie au sens représentatif que la démocratie participative, et qu'ils puissent justement être en autodétermination pour vraiment être extrêmement au cœur des contributions pour faire évoluer la société. Mais donc, dans l'émission du travail social, je pense que c'est quelque chose qui devrait être revendiqué, cet accompagnement, pour qu'il ne reste pas dans l'invisibilité et sans parole.
Merci André. S'il n'y a pas d'autres questions, on s'était donné un peu de temps pour justement, s'il y avait besoin jusqu'à midi, pouvoir répondre aux questions ou échanger, mais il n'y a pas d'impératif. En tout cas, il y a d'autres endroits où on va pouvoir continuer à échanger. C'est la journée, oh, pardon. C'est la journée culture de la FAS qui aura lieu le 25 septembre à Paris, à la Maison des Réfugiés. Euh, et qui sera un lieu où on va pouvoir continuer les échanges en vrai, parce que c'est vrai que le format webinaire est pas forcément le plus euh, humain, ou en tout cas ça nous déshumanise un petit peu, et là on va pouvoir se voir en vrai. Je vous mets un petit sondage sur si vous avez appris certains outils alors là c'était lors de ma présentation au départ au niveau de ce que la FAS propose, parce que vraiment n'hésitez pas à vous saisir de ce qu'on propose pour vous appuyer dans le montage de vos projets culturels, mais pas que, hein. D'ailleurs, alors là, j'ai axé sur les parties culture. Et je vous serais très reconnaissant de prendre le temps de répondre à l'enquête culture. Ça vous prendrait 15-25 minutes. Et pour nous, ce serait vraiment très important d'avoir des échanges concrets pour, comme je disais tout à l'heure, dans nos axes de plaidoyer, objectiver. On est malheureusement un petit peu obligé parfois de prouver l'importance de la culture et par des chiffres, par des expériences concrètes, des témoignages concrets, ça nous permet vraiment d'appuyer et de faire du plaidoyer auprès des pouvoirs publics. Je vous laisse le temps pour le chat cette fois, la dernière fois j'étais trop rapide. Ah, le lien d'inscription pour la journée culture ne semble plus fonctionner. Zut, zut, zut. Ah, en effet. Bon, eh ben on vous l'enverra par mail. Désolée. On tient à noter la date, 25 septembre, à Paris, à la Maison des Réfugiés. Et merci pour vos merci à tous. Ah, il y a quelqu'un du Maroc qui était là. Super. Quelqu'un qui travaille avec les détenus mineurs pour la préparation à la réinsertion à travers le cinéma. Voilà. Pour rester en lien, vous pouvez m'écrire un email. Je vous mets mon mail dans le chat. Je pourrais faire des connexions avec tous les autres participants et on pourrait rester en lien pour continuer les échanges. Eh bien, merci à vous, merci. Est-ce que dans les intervenants, il y a un mot de la fin que vous avez envie de Raphaël ou André? Alessandra a dû partir, hein, je vous le rappelle. Oui, moi, c'est un très, très grand merci et la nécessité, en effet, qu'il y ait régulièrement des temps comme ça où tout le monde puisse partager leurs expériences, leurs points de vue et puis euh, cette rencontre que tu indiques en septembre me semble vraiment très, très intéressante. On sera heureux de pouvoir être présent. Et puis aussi, je rappelle que la marche pour la citoyenneté culturelle aussi offre cette possibilité de poursuivre. Et puis, dernier mot en rappelant vraiment que, en termes de posture, il y a cette posture d'accompagner aussi, pas que les personnes vulnérables, d'accompagner les élites aussi intellectuelles, culturelles, politiques, qui elles-mêmes sont en situation de grande vulnérabilité sur ces sujets. Voilà. Merci beaucoup. C'était exactement le pont un peu provoque, certes, mais à mon avis vraiment réel. Cette bascule de la notion de droit culturel, elle me paraît hyper intéressante pour ça aussi. Aidons nos chères élites à vivre ensemble. Et je pense que la culture, pour ça, c'est quand même quelque chose de très fort. Ouais, vraiment, l'idée des droits culturels, c'est de pouvoir en effet regarder notre culture et puis de partager avec l'autre en face. Je pense que dans le vivre ensemble, finalement, les personnes qu'on accompagne sont beaucoup plus souvent là-dedans que les personnes qui vont être dans le même collège, lycée pendant toute leur scolarité, côtoyer les mêmes personnes. Enfin voilà, cette notion de vivre ensemble qui est forte, qui est souvent nommée par nos politiques, entre autres, elle est quand même
bien plus expérimenté par les personnes précaires. Donc voilà, c'est important de dire la puissance culturelle des personnes qu'on accompagne, mais c'est important de faire cette bascule-là aussi des droits culturels et puis de pouvoir renverser la question et de demander en effet, c'est quoi pour vous de vivre ensemble et est-ce que toi, Emmanuel, tu aimes Jul, qui est le premier vendeur de disques en France? Ben, en tout cas, j'aimerais bien connaître sa réponse. Voilà, merci pour l'invitation en tout cas. Eh bien, merci à vous tous. Il y a eu des dernières questions dans le chat. On y répondra en direct aux personnes concernées parce qu'on a quand même annoncé que c'était la fin. Du coup, certains se sont déconnectés. Merci à tous et à bientôt. Restons en contact. Bonne journée.